Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La PERIODE d'expansion économique, 1920 à 1929, exploitation de la main-d'œuvre et remise en cause du système français. Nous t'en supplions, obtiens que l'on ne nous prenne plus nos hommes, il en part trop et il en reste trop en bas. Les notables à l'inspecteur vérificateur arrangés en mission d'inspection en 1930 à 1931, dans les cercles et subdivisions de Kong, Korogo, Boundiali et Ferkessédougou. Chapitre 7. Les besoins en EQUIPEMENTS et les DIFFICULTES d'exécution. Dans ce pays, où l'homme constitue la principale richesse, où tout le développement économique, où tout le progrès est fonction de la quantité de la main-d'œuvre, il n'est pas de sacrifice qu'on ne devrait faire pour protéger et faire fructifier le capital humain. J. van Vollenhoven, discours d'arrivée du gouverneur général à Dakar. Dakar, le 3 juin 1917, une âme de chef Opsite, pp 114 à 120. Avant la guerre, le président de la Chambre de commerce constatait que la pénurie de la main-d'œuvre constituait une entrave à un essor économique plus rapide de la colonie. Cependant, pour inquiétante qu'était la situation, elle n'était pas pour autant irrémédiable puisqu'il suffisait, selon lui, d'attirer vers le sud les travailleurs des régions à population plus dense, du nord de la colonie et du pays Mossi en particulier. 10 années plus tard, la pénurie de la main-d'œuvre demeurait encore au centre des préoccupations coloniales, puisqu'aussi bien les pouvoirs publics que les milieux d'affaires en déploraient les conséquences négatives sur l'évolution harmonieuse de la colonie. Au lendemain de la guerre de 1914 à 1918 en effet, la question se pose avec une acuité toute particulière puisque déjà rare avant la guerre, la main-d'œuvre va subir les effets de la pacification, de la guerre mondiale et des premiers recrutements de main-d'œuvre. Concernant la pacification, 2 conséquences peuvent se dégager. La première positive en ce sens qu'elle a permis d'étendre progressivement l'autorité effective de la France sur l'ensemble de la colonie, et donc de faire apparaître un nombre plus élevé d'habitants. En 1901 par exemple, un recensement effectué dans les zones alors connues, c'est-à-dire les cercles de Kong, de Bondoukou, de l'Indénié, d'Assini, de Grand Bassam, des lagunes y compris le pays Aquié, de Laou, de Sassandra, du Cavali et une partie du Baoulé avaient permis de dénombrer 1 139 360 habitants. À ce chiffre devaient s'ajouter 815 000 habitants représentant l'évaluation de la population des régions encore inoccupées, c'est-à-dire la partie sud de la région comprise entre le Nzi et le Comoé, le Moronou, les populations non recensées du Baoulé et l'interland des cercles de Sassandra et du Cavali. C'est donc à un chiffre approximatif global de 2 millions d'habitants que pouvait être évaluée, au début du siècle, la population de la colonie. Sans attacher une importance absolue aux différentes évaluations de la population telles qu'elles ressortent des recensements effectués, il faut constater que le chiffre initial de 2 millions d'habitants se retrouve encore en 1938. Que seraient alors devenues les populations que représentent les différences entre les estimations du début du siècle et les évaluations successives consécutives à un meilleur recensement? Représenteraient-elles le nombre des victimes des différentes opérations militaires qui se succèdent dès le début du siècle, et dont la phase la plus répressive se situe entre 1908 et 1915? On ne saurait l'affirmer car sur cet épisode de l'histoire coloniale, on ne dispose que d'informations fragmentaires qui se résument aux indications fournies par les comptes rendus de tournées de police ou des opérations militaires, tout aussi laconiques les uns que les autres et dont il est, en définitive, difficile de tirer des enseignements précis. Il n'en demeure pas moins que la pacification aura fait des victimes plus ou moins nombreuses, et là se situe son aspect négatif au plan de la démographie. En effet, les pertes en vies humaines qu'elle a causées, de même que les nombreuses destructions matérielles qui l'ont accompagnée, étaient loin de constituer des facteurs particulièrement favorables à l'accroissement de la population, de même que les recrutements militaires qu'imposa la guerre de 1914 à 1918 et les premiers recrutements de main-d'œuvre destinés aux entreprises privées et aux chantiers publics. Tous ces éléments donnaient déjà une indication des possibilités réelles de la colonie en matière de fourniture de main-d'œuvre. Les capacités de la colonie en la matière, déjà faibles avant la guerre, s'amenuisent encore,
quand aux causes objectives d'insuffisance s'ajoutent des éléments subjectifs liés au refus des populations, pour diverses raisons, de se faire recruter et de quitter leur territoire. Or, au lendemain de la guerre, la reprise des affaires, que traduit la création de plusieurs sociétés commerciales, ou d'exploitation forestière et agricole dont le fonctionnement appelait une main-d'œuvre abondante, allait entraîner une forte sollicitation des populations. De l'inadéquation entre l'offre et la demande, découlera la pression à laquelle l'administration devra recourir, et à laquelle elle eut recours effectivement pour répondre aux nombreuses sollicitations dont elle était l'objet de la part des entreprises coloniales. Agissant au mépris de la réglementation qu'elle avait édictée et des populations qu'elle avait pour mission de protéger, l'administration engendra elle-même le travail forcé et le défendait, bien qu'elle s'en défende. En effet, en récusant le travail forcé, au profit du travail obligatoire, qu'elle fonde sur l'idée que l'indigène n'a pas le droit de ne pas travailler alors que le travail forcé ne s'appliquerait que dans le cas d'une réquisition opérée pour une corvée bien définie, l'administration coloniale tentait ainsi de légitimer sa méthode et sa pratique de contrainte. En fait, ces deux termes travail forcé et travail obligatoire ne sont que deux appellations d'une même réalité. L'obligation faite à l'indigène de travailler, obligation par ailleurs assortie de sanctions très sévères telles que 6 mois d'emprisonnement, 9 mois de travail sur les chantiers de l'État ou engagement de force chez un colon. Il apparaît bien dans ces conditions que le travail obligatoire alimentait tout naturellement le travail forcé puisque la rupture par les Noirs d'un contrat était considérée, au terme d'une réglementation du travail intervenue en 1901 et reprise par la suite, comme un délit et exposait le contrevenant non plus au paiement des dommages-intérêts, mais à une sanction pénale coercitive. Le problème de la main-d'œuvre, besoins et insuffisance. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les besoins en main-d'œuvre de la colonie sont énormes. Besoins en main-d'œuvre pour l'exécution des travaux publics, mais aussi pour le fonctionnement des entreprises coloniales dont la multiplication constitue l'élément essentiel de la période. En effet, succédant à la phase de conquête, la période 1923 à 1930 correspond à celle d'une mise en valeur accélérée de la colonie et correspond aussi au passage d'une économie de pillage, caractérisée par l'exploitation des produits de cueillette, caoutchouc, cola et palmiste, à une phase plus élaborée, celle de l'économie de plantation dont l'amorce remonte au gouverneur Engoulevent. On se souvient en effet de l'avertissement qu'il lançait aux colons dont il dénonçait et condamnait la conception égoïste de la colonisation, une colonisation à courte vue puisqu'elle se bornait à échanger rapidement de la marchandise contre du caoutchouc sauvage et de l'huile brute ou des graines. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la part des produits spontanés représentait 99% des exportations de la colonie, dénotant ainsi la fragilité de l'économie coloniale soumise au moindre souffle venu d'Europe ou d'Amérique, et à cet affolement perpétuel de la boussole commerciale. L'après-guerre allait rompre avec cette tendance au profit des deux formes supérieures du labeur humain, que sont l'agriculture et l'industrie. La période 1923 à 1930 est marquée par la mise en œuvre d'une politique de promotion d'une agriculture spéculative, par la multiplication des entreprises coloniales et l'exécution de travaux d'infrastructure et d'équipement, toutes choses qui faisaient appel à une main-d'œuvre importante et variée. L'exécution des travaux et autres utilisations de la main-d'œuvre. L'exécution des travaux reposa autant sur les prestataires que sur la main-d'œuvre recrutée. Mais à partir de 1927, grâce au SMOTIG, service de la main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général, la colonie disposait d'une main-d'œuvre prélevée sur la deuxième portion du contingent. Le service de la main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général, SMOTIG. Le service de la main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général avait pour but l'utilisation à des travaux de mise en valeur de jeunes gens de la deuxième fraction du contingent et laissés à la disposition des autorités administratives. Ce système, organisé pour la première fois à Madagascar par le gouverneur général Olivier, fut appliqué en AOF en vertu du décret du 31 octobre 1926. Le contingent ainsi levé fut réparti pour la première fois entre la Côte d'Ivoire et le Soudan. Comment fonctionnait le système ? Les opérations de recrutement se déroulaient de la façon suivante. Les recrues étaient tirés au sort, les hommes mariés après les célibataires,
les femmes pouvaient accompagner leurs maris et avaient droit aux soins et à la nourriture, et ces hommes étaient astreints à 3 ans de service. Ils étaient répartis ensuite en unités de travail, dites compagnies, elles-mêmes subdivisées en sections de 200 indigènes et affectés aux travaux. Les recrues devaient autant que possible servir dans leur colonie d'origine, mais exceptionnellement et sur décision du gouverneur général des dérogations purent être apportées à ce principe, notamment pour l'exécution des grands travaux intéressant l'ensemble de la fédération ou des travaux communs à 2 colonies voisines, et lorsque les ressources en hommes de la 2e fraction du contingent d'une colonie présentaient un déficit tel que l'exécution de son programme de grands travaux pouvait en pâtir. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire fut amenée à bénéficier de l'apport des travailleurs voltaïques. En 1928, il y eut 7000 travailleurs ainsi recrutés et répartis sur les différents chantiers de l'AOF. Ainsi, par le biais de la 2e fraction, l'administration se constituait une réserve de main-d'œuvre en vue de ces travaux d'utilité publique pour l'exécution desquels la main-d'œuvre prestataire eût été notoirement insuffisante en raison de la faiblesse des dotations budgétaires. 2. La faiblesse des dotations budgétaires et la compensation par la prestation. La modicité des dotations budgétaires se trouve reflétée dans les tableaux qui suivent, et qui font état des dépenses effectuées depuis 1923 sur les fonds du budget de la colonie pour ses principaux travaux: ports et rades, voies ferrées et routières, travaux d'irrigation et aménagement des eaux, édilité et urbanisme. 2A. Un port et rade. Très modique en 1923 et 1924, les dépenses effectuées pour les ports et les rades de la colonie deviennent un peu plus importantes à partir de 1925 sans toutefois dépasser de beaucoup 8 millions de francs pour la période 1923 à 1928. Comme on peut le constater, les dépenses effectuées restent très faibles au regard de celles qui sont engagées pour d'autres chapitres, l'administration et le personnel notamment. Qu'en est-il des dépenses effectuées pour les voies ferrées et routières ? 2A. Voies ferrées et routières. Les dépenses effectuées au titre de cette rubrique restent inférieures d'1 million environ à celles consacrées aux ports et rades. Il faut dire que l'emprunt de 1913 lui allouait déjà d'importantes dotations. 2A. Irrigation et aménagement des eaux. Les autres travaux et notamment l'aménagement des eaux connurent aussi de très faibles dotations comme en témoigne le tableau ci-après. 2A. Édilité, urbanisme, alimentation en eau, égout, assainissement. Les sommes les plus importantes consacrées aux travaux d'édilité et d'urbanisme se situent en 1928, date à laquelle 250 000 francs leur sont alloués. Qu'en est-il des autres travaux ? 2A. Les autres travaux. Les dépenses concernant les autres travaux et notamment celles relatives à la construction et aux aménagements des bâtiments administratifs s'élevaient en 1923 à près de 300 000 francs sur lesquels 89% environ étaient consacrés au transfert du chef-lieu à Abidjan, la différence ayant servi à la construction de maternités et de dispensaires, 1,41%, et à la construction de l'école d'apprentissage des apostrophes. Abidjan, 9,61%. L'année suivante, c'était une dépense d'environ 230 000 francs que le budget consacrait aux travaux et qui se répartissait comme suit. 73,50% pour le transfert du chef-lieu, 24% pour l'école d'apprentissage d'Abidjan et enfin 2,50% pour la construction des logements des fonctionnaires et agents de l'administration. En 1925, les pourcentages étaient respectivement de 72,39%, 8,38% et 6,74%. La différence étant consacrée à des travaux qui ne figuraient pas l'année précédente, comme par exemple la construction de magasins et l'amélioration de l'outillage du wharf, 3,53%, et la construction de la mosquée de Kong, 0,31%. En 1926, 1927 et 1928, le budget local ne consacre plus rien au transfert du chef-lieu à Abidjan et c'est en revanche la construction de l'école d'apprentissage d'Abidjan et celle des bâtiments administratifs et des logements des fonctionnaires et agents et à partir de 1927 l'amélioration de l'outillage du wharf qui reçoivent d'importantes dotations. Ainsi pour ces 3 années consécutives la part des sommes consacrées, au titre des dépenses de bâtiment, à la construction de l'école d'apprentissage était de 28,68% en 1926, 20,71% en 1927 et 9% en 1928.
Les dépenses totales effectuées par la colonie pour ces travaux atteignent à peine 17% des recettes budgétaires. Ce chiffre concerne l'année 1928 et représente le taux le plus élevé de cette période comme en témoigne le tableau suivant. La modicité de ces affectations budgétaires va donc conduire à faire reposer l'exécution de la plupart des travaux sur la main-d'œuvre prestataire. La prestation devient ainsi un moyen commode pour suppléer l'insuffisance des moyens financiers de la colonie, comme l'indique l'état des journées de prestation exécutées de 1923 à 1928. La comparaison du montant de la valeur représentative des journées de prestation en nature et celui que le budget local consacre à la même époque aux dépenses des travaux de toute nature situe le niveau et le rôle de la prestation dans l'équipement et la mise en valeur de la colonie. En 1923, ce montant est presque 6 fois supérieur à la part du budget local, un peu plus de 5 fois en 1924. Il est le double en 1925, le triple en 1927 et un peu moins du double en 1928. Ainsi, la part que le budget local consacre aux travaux représente par rapport à la valeur représentative des journées de prestation en nature 17% en 1923, 18% en 1924, 39,46% en 1925, 79,2% en 1926, 28,6% en 1927 et 59,32% en 1928. Mais à quoi était utilisée la main-d'œuvre prestataire durant cette période d'intense activité économique? Outre la contribution apportée aux travaux de construction du port de Vridy-Port-Bouët, celle des quais d'Abidjan et de Sassandra, ainsi que le wharf de Grand Bassam, la main-d'œuvre prestataire fut également utilisée aux travaux de jonction des lagunes Ebri et Laou, par le canal d'Hassani. Mais ce fut surtout pour les travaux d'édilité, d'urbanisme, de construction ou d'entretien des voies ferrées et routières que les prestataires furent particulièrement sollicités. De 1923 à 1928, 117 km de voies ferrées étaient ouvertes. Ils représentaient la distance Katiola, km 371, et Tafiré, km 488. Durant la même période, l'amélioration et l'extension du réseau routier furent poussées de façon régulière au point où en 1923, 647 km de route étaient achevés sur un total de 945 km, soit un taux de 68,46%. En 1924, ce taux était de 70,92%, soit 283 km sur 399 km prévus, et 63,70%, soit 216 km sur 339 km prévus, en 1925, en raison du fait qu'aucun travail ne fut entrepris sur le tronçon Tiassalé-Divo, 70 km. Quant au tronçon Boaké-Bondoukou, les travaux ne portaient que sur la réfection partielle de l'ancienne route. En 1926, le taux était de 25,12% à cause de l'achèvement de plusieurs tronçons, celui de Gueyo-Soubré, 88 km dont 32 furent construits en 1925 et 50 en 1926, et enfin le tronçon Tabou-Pathé, 30 km dont 5 construits en 1926. Ce taux était par contre de 65,50% en 1927 au moment où s'achevait la construction du tronçon Tiassalé-Toumodi, 20 km construits en 1927, et celle du tronçon Divo-Yokobwe, 70 km dont 25 construits en 1926 et 45 en 1927. Ainsi, à l'exception de l'année 1926 où le taux de kilomètres construits dans l'année est inférieur à 30%, les années 1923, 1924, 1925 et 1927 apparaissent comme des années particulièrement laborieuses pour la main-d'œuvre astreinte aux travaux de construction des routes puisque le taux se situe au-delà de 65%. Ce qui équivalait concrètement à la construction de 647 km en 1923, 283 km en 1924, 216 km en 1925 et 188 km en 1927, c'est-à-dire précisément les années où le budget local affecte moins de 10% de ses recettes aux dépenses pour les travaux. Avant la grande crise économique, le réseau routier est pratiquement mis en place. Il ne restait plus qu'à le perfectionner et l'améliorer, et c'est à quoi seront consacrés les efforts futurs. Par cercle, il apparaît de la façon suivante. La lecture de ce tableau qui montre un réseau routier de 10 000 km environ, fait apparaître que certains cercles, sans doute en raison de leur étendue mais certainement à cause de leur potentialité économique,
sont particulièrement bien desservis puisqu'ils disposent de plusieurs kilomètres de route. Ces cercles étant en général les plus peuplés, on peut penser que la répartition des charges sur un nombre plus élevé de prestataires pouvait constituer un certain allègement. Ceci bien évidemment n'est qu'une hypothèse qui n'enlève rien au caractère contraignant et particulièrement pénible de la prestation, car plus un cercle est doté en route et plus forte aura été la pression sur les prestataires du cercle pour les construire. On peut conclure que certains cercles pâtirent plus que d'autres de la prestation. C'est le cas des cercles de Kong, du Nzikomoe, du Worodougou, d'Odiéné, de Bondoukou, des Gouro, des Taguana, de Man. Cependant, en faisant intervenir le facteur densité de population, ce sont alors les cercles d'Assini, de Bassam, des Lagunes ou de Laou qu'il faut considérer. Nous verrons par la suite les conditions dans lesquelles cette main-d'œuvre prestataire fut employée, conditions pratiquement identiques à celles que connut la main-d'œuvre recrutée par l'administration et employée à son service. 3. La main-d'œuvre recrutée par l'administration pour ses propres chantiers. L'utilisation de la main-d'œuvre prestataire n'excluait pas le recrutement, et l'utilisation d'une main-d'œuvre payée celle-là contrairement aux prestataires et à la main-d'œuvre pénale. 3 à 1. La main-d'œuvre pénale. Couramment pratiquée dans la colonie, l'utilisation de la main-d'œuvre pénale a été prévue par un décret du 29 mars 1901 qui en précisait les conditions. Ainsi, les condamnés non employés sur les chantiers ou dans les ateliers du service pénitentiaire pouvaient être utilisés à des travaux de colonisation d'utilité publique, pour les divers services de l'État, de la colonie ou des municipalités, et pouvaient de même, au nombre de 100 ou plus, être mis à la disposition des particuliers, mais seulement pour des travaux de colonisation ou d'utilité publique exécutés à l'entreprise pour le compte de l'État, des colonies ou des communes. Il était également prévu que l'administration pouvait aussi leur faire exécuter des travaux temporaires pour le compte des particuliers. Ces dispositions permirent donc à l'administration de recourir à cette main-d'œuvre qui lui était loisible de constituer. Elle le fit d'autant plus facilement que le Code de l'indigénat l'autorisait à punir d'emprisonnement les auteurs de faits et d'actes énumérés par l'arrêté général du 14 septembre 1907. Les prétextes à emprisonnement ne manquaient donc pas. Les plus fréquents étaient le refus de payer l'impôt ou d'exécuter les prestations et plus tard le délit de vagabondage et les entraves à un service public. L'administration réparait, par ce biais, les préjudices que lui causaient les indigènes. Ainsi, en refusant de payer son impôt ou d'exécuter sa prestation en homme libre ou prétendu tel, l'indigène l'accomplissait en tant que prisonnier. À quoi était particulièrement utilisée cette main-d'œuvre dans la colonie ? Elle servait de main-d'œuvre d'appoint voire de main-d'œuvre de remplacement en cas de défaillance des recrutés administratifs. Ainsi par exemple le directeur du chemin de fer demandait, en 1920, qu'on lui affecte la main-d'œuvre pénale en raison des difficultés que rencontraient ces chantiers du balastage. Cette demande était accompagnée de propositions de tarifs de pénalité échelonnés, à appliquer en cas de manquement léger. Il proposait en particulier que le service de surveillance soit assuré par les gardes de cercle et miliciens chargés de la police, une échelle de punition comportant la privation de la ration de viande ou de poisson seulement, le travail forcé d'une demi-journée ou toute la journée du dimanche, l'application de corvées supplémentaires pour les infractions légères et pour les infractions sérieuses le transfert du responsable au jugement du commandant. Quant à la durée du travail, elle serait de 9 heures avec repos le dimanche sauf les punis. Le taux de la ration de vivres serait le même que sur les chantiers libres, sauf en ce qui concerne la viande ou le poisson fumé, qui au lieu d'être servi tous les jours, ne le serait que le jeudi ou le dimanche. Le salaire journalier serait de 0,60 francs pour les journées de présence effective décomptées sur carnet et état de paiement, dont le montant total serait versé aux caisses du budget local. Les malades et les exemptés de service n'ayant droit qu'à la ration alimentaire. Par ailleurs, une enquête commandée en 1928 par le gouverneur Pézy Bourgine confirmait aussi que cette main-d'œuvre très abondante dans les centres urbains était utilisée par les administrateurs pour exécuter de menus travaux au bénéfice des fonctionnaires de leur circonscription. Corvée d'eau, entretien des bâtiments administratifs, voirie. Certains prisonniers connurent d'autres affectations comme ceux que le gouverneur Antonetti envoya comme manœuvre au railway,
où ils se trouvaient mêlés à d'autres manœuvres libres, cela voire volontaires. Combien furent-ils ? Nos sources ne nous permettent pas de la déterminer précisément avant 1930. Elles parlent seulement d'une main-d'œuvre très abondante. On peut penser que le nombre fut constant puisqu'aux différentes phases de la colonisation correspondaient plus particulièrement certaines causes d'emprisonnement, donc de renouvellement de cette main-d'œuvre qu'explique aussi la courte durée d'incarcération, 1 à 2 semaines théoriquement. S'il y avait pour ainsi dire des causes classiques d'emprisonnement qui se retrouvent aux différentes phases de la colonisation, refus de payer l'impôt et les amendes, d'exécuter les prestations en nature, voire tout simplement négligence manifestée dans ces paiements ou dans l'exécution de ces prestations, on peut cependant dégager des causes particulières liées aux circonstances du moment. Ainsi, pendant la période de la conquête, l'internement et le séquestre étaient ordonnés pour fait d'insurrection contre l'autorité de la France, de troubles politiques graves ou de manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l'application des lois pénales ordinaires. Dans ces cas, le décret du 21 novembre 1904 prévoyait dans son article 3 qu'il pourra être imposé aux villages sur les territoires desquels les faits se seront produits, et aux collectivités dont les membres y auront participé, une contribution spéciale destinée à assurer à l'administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir le retour. Après la phase de conquête, d'autres motifs interviennent comme le délit de vagabondage ou le départ sans autorisation d'une circonscription administrative dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt ou à l'exécution d'une décision de justice, les cas d'irrespect ou de propos offensants vis-à-vis d'un représentant ou d'un agent de l'autorité, sans omettre les discours et propos tenus en public dans le but d'affaiblir le respect dû à l'autorité française ou à ses fonctionnaires, et les chants proférés dans les mêmes conditions. L'arrêté du 14 septembre 1907 énumère en effet dans le détail toutes les infractions spéciales aux indigènes pouvant conduire à l'emprisonnement, les infractions les plus sérieuses comme les plus futiles. Ainsi par exemple les coups de feu tirés sans autorisation à moins de 500 mètres de toute agglomération européenne, tam-tam ou autres réjouissances bruyantes au-delà de l'heure fixée par l'autorité. Un arrêté du gouverneur général en date du 27 janvier 1927 donnait toute latitude au gouverneur d'organiser et d'appliquer la cession de la main-d'œuvre pénale. Intervenant après le décret du 22 octobre 1925 organisant le travail indigène en AOF, il visait à mieux organiser le marché du travail, mais surtout à la réglementer pour éviter les abus auxquels son emploi avait donné lieu jusque-là. Mais c'est après 1930, suite à l'adoption de la Convention de Genève et surtout après l'adhésion de la France à cette convention en 1937, qu'intervinrent des mesures libérales puisque les arrêtés des 28 octobre 1932 et 28 septembre 1938 précisaient les catégories de condamnés astreints au travail obligatoire. Il s'agissait des condamnés de droit commun, des condamnés des conseils de guerre purgeant leur peine dans les prisons administratives, et enfin des indigènes punis disciplinairement. L'arrêté du 28 septembre 1938 supprimait en outre la cession de la main-d'œuvre pénale aux exploitations privées, la réservant aux services et aux chantiers publics où elle avait plus de chances d'être traitée humainement, du moins l'espérait-on. 3-2 Les recrutés administratifs. La multiplication des routes carrossables à partir de 1923, et surtout le transport par le chemin de fer du matériel de l'administration, permirent de libérer quelque peu une partie des travailleurs initialement requis pour le transport administratif et de les affecter à d'autres secteurs d'activité économique plus rentables pour la colonie, railway, wharf et autres services. En effet, quand on sait qu'un camion d'une tonne dans une journée de 6 à 16 heures de marche fera 75 km environ, soit 3 étapes et portera en moyenne 35 charges, alors qu'il aurait fallu un groupe de 35 porteurs marchant pendant 3 jours pour accomplir le même travail et avec un retard de 3 jours dans le transport, on mesure l'importance de la main-d'œuvre que libère ainsi la limitation progressive du portage à tête des hommes et le gain pour la colonie en force de travail. Le portage administratif ne se poursuivit pas moins, servant à transporter là où le besoin se faisait sentir le personnel administratif, c'est-à-dire les administrateurs, les fonctionnaires africains et leurs familles, mais aussi les chefs de canton, voire les gardes-cercles et les auxiliaires indigènes. Les derniers cités ont laissé de tristes souvenirs à leurs compatriotes, qui se souviennent encore des traitements particulièrement pénibles que subissaient les porteurs.
En 1920, les besoins de l'administration en manœuvre étaient évalués à 2000 hommes. 8 années plus tard, ils étaient passés à 9200, soit une augmentation de 21,73%. En retranchant 4% représentant la proportion des travailleurs affectés aux travaux des centres administratifs, portage, entretien et travaux divers, la différence représentait en moyenne 8000 hommes par an et correspondait aux travailleurs dirigés sur le railway, le wharf ou sur les autres chantiers publics. Sur cet effectif moyen, 10% environ constituaient le lot des manutentionnaires et travailleurs de force du wharf de Grand Bassam où ils étaient employés à pousser les wagonnets sur les rails d'Écoville dans les rues de la ville avec toute la gêne qui pouvait en résulter pour la circulation. Quant aux autres recrutés administratifs, ils étaient affectés aux travaux publics, au railway ou au service forestier qui prend une grande importance à partir de 1925 avec la fourniture du bois de chauffe au chemin de fer qui lui était alors confié, mais ils pouvaient aussi être cédés par l'administration à des particuliers qu'elle aidait par ailleurs à recruter leur main-d'œuvre comme on le verra. La multiplication des entreprises coloniales à partir de 1923 de même que la mise en œuvre d'une politique de promotion d'une agriculture spéculative, allait avoir pour conséquence une augmentation de la demande en main-d'œuvre et avec elle une accentuation de la responsabilité de l'administration. En effet, face à la double exigence de concilier la protection des indigènes dont elle avait la charge morale et la nécessité d'aider au développement des entreprises coloniales, l'administration eut à privilégier l'une ou l'autre exigence en fonction des impératifs du moment. Toute la difficulté résidait dans la recherche et le maintien d'un équilibre entre ces deux exigences qui n'étaient pas, au fond, incompatibles, encore moins contradictoires. Durant la période d'expansion économique, l'administration privilégia la prospérité des entreprises coloniales, après pourtant s'être montrée, au sortir de la guerre, particulièrement pointilleuse dans la confection et la conclusion des contrats de travail. Ainsi la Palmeuil se vit-elle refuser en août 1919 le visa d'un projet de contrat avec des grimpeurs de Soubré, refus motivé par l'adjonction de dispositions jugées inacceptables par le 3e bureau chargé des questions de la main-d'œuvre. Elle rappelle, à l'occasion, que seul le recrutement de travailleurs volontairement et librement consentants peut être pratiqué, ainsi que le stipule en termes formels l'arrêté du 23 août 1912 qui sanctionne de pénalités sévères la violation de ce principe. Par ailleurs instruite par les constatations lamentables faites par l'inspection mobile, l'administration se montre, ainsi que le confirme d'ailleurs le chef du 3e bureau, fermement décidée à garantir aux travailleurs par tous les moyens de contrôle qui sont en son pouvoir, l'exécution stricte et sincère des clauses qui lient vis-à-vis d'eux les exploitants, à leur assurer le bénéfice d'un traitement convenable et humain. Ainsi appelle-t-elle l'attention de ses agents sur l'obligation morale où ils se trouvent de ne donner leur avis au contrat présenté, que si réellement les hommes qui y sont désignés, sont en âge et en état de robustesse suffisant pour s'adonner au travail pénible qui sera exigé d'eux en forêt, et invite à un examen médical des indigènes recrutés toutes les fois que la présence d'un médecin la rendra possible. Mais cette même administration, parce qu'elle ne dispose d'aucune sanction, lui permettant de contraindre l'indigène au travail, même dans son village, même dans son champ, même à son profit et pour son bien, conseille à ses agents d'intervenir à titre de conseil auprès des indigènes et de leurs chefs lorsque le concours de leur main-d'œuvre est sollicité par des particuliers, et d'exercer sur eux une pression morale pour les engager à contracter si eux agents reconnaissent que leur propre intérêt, celui des indigènes s'entend, et intérêt général de la colonie, y trouve à la fois leur compte. Laissant ainsi à ces agents toute latitude dans l'examen et l'appréciation des contrats, on peut dire, sans préjuger de leur compétence ou de leur sens moral, que là se trouvait la faille car en dehors de l'arrêté forestier du 23 août 1912, applicable en principe à la seule main-d'œuvre destinée aux entreprises forestières, il n'existait aucune réglementation d'ensemble hormis quelques textes, arrêtés ou circulaires. Ainsi, au lieu de textes réglementaires et précis à appliquer, on s'en remettait au bon sens de l'administrateur. Lorsque par la suite, et le développement de l'esprit de lucre aidant, les entreprises coloniales voulurent rentabiliser au plus vite leurs investissements, le bon sens commanda d'agir autrement. Les administrateurs étaient appelés dès lors à ne pas perdre de vue que la colonie a un intérêt majeur, à ce que les difficultés de recrutement de la main-d'œuvre n'arrêtent pas l'essor des industries locales, de l'industrie forestière notamment,
facteur puissant de sa prospérité économique générale, élément de richesse utile au premier chef aux besoins de la reconstruction nationale. Mieux lorsqu'il s'avisait comme ce nouveau chef de subdivision ovale, de critiquer et écœurer le travail forcé, ils étaient très vite invités à se montrer mieux avertis sur cette importante question. Que conclure alors, lorsqu'un chef de colonie, fût-il intérimaire, se voit remercié pour ce même motif sous la pression de la Chambre de commerce? On était dès lors suffisamment éclairé sur la position de la Chambre de commerce en la matière. Pour elle, refuser le travail forcé, c'était méconnaître systématiquement l'intérêt général bien compris de la colonie, intérêt, au demeurant, confondu avec la prospérité des entreprises coloniales, car d'elles dépendaient les sommes importantes laissées à la colonie sous forme de salaires versés aux manœuvres, d'achats de couvertures et des outillages forestiers achetés aux maisons de commerce, de droits de douane et de wharf et des frais de recrutement acquis au budget local. Bref, une somme qui doit évoluer entre 15 et 18 millions de francs. Lapalus ne dit rien d'autre, lorsqu'il écrit à propos de l'affaire ovale que, si chaque commandement de cercle de subdivision raisonnait aussi sommairement que M. Ovale, les exploitations forestières ou agricoles de la Côte d'Ivoire seraient aussitôt arrêtées. Or, à la prospérité de ces entreprises est liée étroitement la prospérité de la colonie. Les recettes domaniales et forestières qu'elle procure au budget local contribuent, pour une large part, à assurer son équilibre. Celui-ci se trouverait compromis, dans la mesure où le seraient les sociétés qui l'alimentent. La faillite des entreprises forestières aurait une répercussion immédiate sur l'avenir économique du pays, qui se trouverait aussitôt sérieusement entravé. C'est précisément contre cette relation faite systématiquement entre les intérêts des milieux d'affaires et ceux de la colonie que s'inscrira, comme on le verra, l'action du syndicat agricole africain créé en 1944. Au moment de l'affaire Bruno en 1924, la toute-puissante Chambre de commerce tirait argument de la présence de plus en plus importante d'entreprises coloniales, agricoles, commerciales et forestières, toutes grandes consommatrices de main-d'œuvre. En effet, avec leur accroissement durant la période d'expansion économique qui suit la guerre, les besoins en main-d'œuvre vont s'en trouver accrus, enregistrant notamment une progression annuelle de 30% entre 1921 et 1929. B. La multiplication des entreprises commerciales et industrielles. Au lendemain de la guerre mais surtout à partir de 1923, les entreprises coloniales aussi bien forestières, agricoles, commerciales qu'industrielles commencent à s'implanter de plus en plus dans la colonie. Ce mouvement limité en ce qui concerne les entreprises industrielles est beaucoup plus important en revanche pour l'industrie forestière d'où sont pratiquement éliminés les exploitants forestiers africains à la veille de la crise économique de 1930. En effet, titulaire de 37 des 337 chantiers d'exploitation forestière dénombrés en 1923, soit 11% de ce total contre 54% en 1910, il n'en détenait plus que quelques-uns en 1929. 1. Les entreprises commerciales et industrielles. Les entreprises industrielles étaient, avant la guerre, en nombre fort limité et implantées essentiellement dans le sud-ouest avec l'huilerie de Dréouine, le centre avec l'égreneuse de Boaké, et dans le sud, la briqueterie, des paires d'émissions de Lyon, et la scierie de la SCAF toutes deux implantées à Mossou près de Bassam. Après la guerre mais surtout après la crise de 1921 à 1922, ce mouvement va se poursuivre avec l'implantation de nouvelles unités ou l'agrandissement de celles existant déjà. On enregistre ainsi la construction de nouvelles briqueteries à Aboisseau et à Dabou, la création de petites unités de transformation, distillerie d'essence à parfum à Tiasalé et à Dabakala. Beaucoup plus important par contre, est le mouvement qui affecte la transformation du coton brut. Plusieurs usines d'égrenage sont construites à Korogo, 2 égreneuses de 66 et une presse avec moteur de 25 CV, en 1923 à 1924, à Séguéla en 1926 et à Dimbokro en 1928. L'usine d'égrenage de Boaké qui traite le coton du Baoulé Nord, mais aussi de la région de Katiola voire de Korogo et Séguéla-Mankono, s'enrichit de 2 égreneuses Dobson de 70 et d'une presse actionnée par un moteur de 40 CV. À partir de 1926, plusieurs égreneuses à main et des presses à bras sont installées en divers endroits de la colonie à Odiéné, à Bondoukou, à Dabakala, à Mankono, à Touba,
à Boisflé, à Vavois et à Zuénoula en 1927. À côté de ces unités de transformation, il faut signaler la création de nouvelles scieries telles la Compagnie forestière équatoriale, dans la région d'Adzopé, et la scierie de la CACI. Compagnie agricole de la Côte d'Ivoire, de Badikaha, mais aussi d'huileries comme celle appartenant à la Société des plantations et huileries de Bingerville. Toutes ces unités industrielles disposaient d'un personnel relativement faible, 10 à 50 ouvriers, à l'exception de l'entreprise minière de Kokumbo qui occupait, au moment de sa fermeture en 1930, plus de 600 ouvriers dont 500 employés aux travaux d'extraction. Quant aux huileries de Drewin, on y employait encore à la veille de la crise une centaine d'ouvriers quand se relayaient à l'usine d'égrenage de Boaké 2 équipes d'ouvriers travaillant 14 heures chacune par jour avec 180 broches et 5 métiers à tisser. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble de ces unités industrielles, c'est une main-d'œuvre assez importante qui s'y trouve engagée même si à l'époque, l'activité industrielle en tant que telle est loin de se rapprocher de celle de la métropole. Elle n'en suscitait pas moins des inquiétudes, si on en croit les apaisements que croit devoir donner le gouverneur Lapalus à propos de l'usine de Gonfreville. L'usine de Gonfreville, écrit-il, ne saurait concurrencer nos filatures de la métropole ni diminuer les quantités disponibles pour l'exportation. En effet, organisée uniquement pour produire des tissus et pagnes du pays, elle peut et doit utiliser les cotons de basse qualité qui seront rebutés à la sortie de la colonie. L'usine de Gonfreville répondait maintenant aux desiderata de Monsieur le gouverneur général, à savoir entrevoir un modus vivendi qui permettra au tissage mécanique de se développer dans le pays sans compromettre les intérêts prépondérants de la métropole. En revanche, peu suspecte de compromettre les intérêts prépondérants de la métropole. Les entreprises commerciales firent l'objet d'une constante sollicitude de la part de l'administration au point même qu'en 1925, le représentant des exploitants forestiers éleva une vive protestation contre l'inégalité pratiquée par l'administration dans la répartition de la main-d'œuvre. « Je réclame, écrivait-il alors au président de la Chambre de commerce, l'égalité pour tous. Je ne récrimine pas contre les facilités dont jouissent les exploitations administratives et commerciales. Je ne désire ni faire moisir le cacao, ni arrêter le wharf ou le chemin de fer. Les exploitants forestiers ne demandent la mort ou la ruine de personne. Ils demandent seulement à exercer leur droit de vivre. N'est-ce pas légitime ? Nous devons à Kypré-Pierre de nombreuses informations sur les entreprises commerciales qui se créent à cette époque dans la colonie. Il ressort en effet, des travaux de ce chercheur que sur 237 entreprises immatriculées à Grand-Bassam entre 1898 et 1930, 83% ont été fondées entre 1920 et 1930. 16,9% des entreprises datent de la période 1920 à 1925, 66% de 1925 à 1930, dont 43% pour les seules années 1927 à 1929. Dans le même temps, l'accroissement du nombre des électeurs de la Chambre de commerce pendant la période traduit également cette tendance puisque de 164 électeurs au lendemain de la guerre, ils étaient 413 en 1929, dont 8,5% à Abidjan, 7,5% à Bassam, le reste étant disséminé dans la colonie. Par ailleurs, la reprise des investissements à partir de 1923 traduit l'euphorie retrouvée après la crise de 1921 à 1922 que la colonie aura cependant traversée sans à-coups, et cela tout en permettant l'accroissement de son avoir et en poursuivant avec prudence mais ténacité le programme de développement économique basé sur l'extension des cultures vivrières et industrielles et sur l'ouverture de routes automobilisables partout où accroissement de la production le nécessitait. Mais si l'ouverture des routes et la mise en circulation des automobiles avaient entre autres conséquences de limiter le portage, cela ne concernait en fait que la main-d'œuvre utilisée par les grandes maisons de commerce dont seules les demandes régressaient, passant de 13% en 1923 à 7% en 1924 pour ne plus plafonner qu'à 2% en 1928 de L'. Ensemble des 25 800 manœuvres recrutées pour le compte de toutes les entreprises privées quand, dans le même temps, celle des commerçants indépendants s'accroissait. En d'autres termes, les porteurs que libérait l'automobile étaient récupérés par les commerçants indépendants dont le nombre en constante augmentation explique le nombre particulièrement élevé de manœuvres employées à porter produits et marchandises.
On en dénombrait 4000 environ en 1928. En retranchant ce chiffre de l'ensemble des manœuvres recrutées pour le compte de toutes les entreprises privées, on obtient la part de la main-d'œuvre qu'occupaient les entreprises agricoles et forestières, soit près de 20 000 travailleurs. Ce chiffre correspond aux différentes estimations de la Direction des affaires économiques de la colonie. C'est dire que les entreprises agricoles et forestières demeurent les principales utilisatrices de la main-d'œuvre recrutée, avec l'aide de l'administration. 2. Les entreprises agricoles et forestières. Les besoins métropolitains au lendemain de la guerre mais aussi les aléas de l'économie coloniale avaient conduit l'administration non seulement à accroître la production, mais à la diversifier de manière à la faire reposer sur des bases plus sûres. En effet, la crise économique qui avait affecté les produits de cueillette n'avait que trop signalé la fragilité d'une économie reposant essentiellement sur les seuls produits de cueillette ou spontanés. Il fallait, à travers le développement des cultures de plantation, s'assurer une production régulière et croissante. À la veille de la guerre, les produits de culture représentaient seulement 1% des exportations de la colonie. En 1925, ils atteignaient 5,5% pour se situer en 1930 autour de 17% des tonnages exportés. Cette progression due essentiellement aux plantations africaines pour l'essentiel localisées dans l'Indénié, le Nzi-Komoé, le Sanoui, le Bas-Cavali, le Bas-Sassandra et le Baoulé méridional, attire bientôt l'attention des Européens qui, désireux de placer des capitaux outre-mer, déploient de grands efforts entre 1926 et 1930. Entre ces deux dates, en effet, on assiste à la création de plusieurs plantations individuelles de 50, 100 voire 200 hectares et d'une douzaine de grandes plantations de cacaoyers, de caféiers et de palmeraies, telles celles de Bodez, de Drevet, de la SPAO. Société des plantations de l'Afrique occidentale, ou de la SPROA, Société des plantations réunies de l'Ouest africain, au capital de 38 millions de francs en 1937 et dont l'action s'exerçait aussi bien en AOF qu'en AEF, au Congo et au Gabon. Mais si les plantations européennes ne dépassaient guère durant la période 10 000 hectares, elles consommaient près de 80% de la main-d'œuvre. Ceci sans doute en raison de la mission de pionnier qui lui était assignée, comme le confirmait encore en 1937, au Conseil de gouvernement de Dakar, le gouverneur général de Coppet lorsqu'il déclarait « Aucun antagonisme ni rivalité ne saurait exister entre les colonisations européennes et indigènes. Elles sont au contraire étroitement associées et complémentaires. À la colonisation européenne revient l'honneur d'ouvrir la voie, de mettre en œuvre un outillage perfectionné et des méthodes modernes de culture. La colonisation indigène, colonisation de masse, vient ensuite. La colonisation européenne représente la qualité, la colonisation indigène la quantité. Les deux peuvent et doivent former un tout harmonieux. Toujours était-il qu'en affectant à la seule colonisation européenne 80% de la main-d'œuvre, on introduisait une profonde discrimination qui pénalisait tout aussi bien les producteurs africains qu'elle gênait l'ensemble de la production agricole de la colonie car l'importante main d'œuvre qui était ainsi consacrée aux exploitations européennes et utilisée à produire à peine 1/5 des produits de plantation, représentait autant de force de travail retirée à la production en général et à celle des cultures vivrières en particulier. Se partageant avec les exploitations agricoles l'essentiel de la main-d'œuvre, les exploitations forestières occupaient en permanence environ 15 000 hommes, dont la présence sur les chantiers, estimaient les exploitants forestiers, ne pouvait aucunement gêner la production vivrière. D'ailleurs, la place occupée par l'industrie forestière dans le commerce de la colonie ne justifiait-elle pas, aux yeux des colons, qu'on lui accorde toute l'attention requise et notamment qu'on lui assure la main-d'œuvre dont elle avait besoin. Cette situation appelait donc la mise en œuvre d'une politique rationnelle de la main-d'œuvre aussi bien au niveau de la colonie qu'à celui de l'Ouest africain. 2. L'organisation d'un marché du travail. Les difficultés de recrutement de la main-d'œuvre et particulièrement celles destinées aux exploitations forestières avaient amené les pouvoirs publics et les milieux d'affaires à confronter leurs points de vue, afin de dégager les solutions que requérait la situation. Si les pouvoirs publics et les milieux d'affaires se rejoignaient dans une commune constatation de la rareté de la main-d'œuvre, ils se séparaient, en revanche,
quand il s'agissait d'en apprécier l'ampleur et les causes, et de proposer les solutions les plus adéquates pour faire face à ces difficultés. Pour les milieux d'affaires et notamment les exploitants forestiers, on ne saurait parler de crise de la main-d'œuvre lorsque les besoins globaux des entreprises coloniales ne représentent que 1% de la population totale de la colonie, car en évaluant à près de 400 000 le nombre des adultes de 18 à 40 ans, c'est-à-dire la frange des personnes susceptibles d'être recrutées comme manœuvre, est à peine 3% de ce chiffre, soit 15 000 personnes environ qu'il faudrait pour le fonctionnement de toutes les exploitations forestières. Dans ces conditions, plutôt que de parler de crise de la main-d'œuvre, c'est au contraire, estimaient les milieux d'affaires coloniaux, l'inexistence d'une organisation rationnelle du travail qu'il fallait déplorer. En effet, une telle structure aurait pu, par une action efficace de recensement des besoins des entreprises et des possibilités de recrutement des différentes régions, contribuer à organiser progressivement le marché du travail. Comment ? À défaut d'un prolétariat prêt à se consacrer au développement des entreprises européennes, instaurer une organisation de la production qui puisse assurer la rentabilité des entreprises coloniales. Comment générer cette spontanéité de l'offre de travail, qui une fois amorcée permettrait la mise en valeur de la colonie. C'était en ces termes en effet, que se posait le problème de la main-d'œuvre. Les coloniaux crurent trouver la solution d'abord dans la contrainte directe et l'application de sanctions sévères tant ils étaient et demeuraient convaincus qu'en tant que mineurs, l'Africain ne pouvait avoir le libre exercice de sa volonté. Mieux, on ne consulte pas un mineur, affirmait-il, pour savoir s'il veut manger sa soupe et plus tard aller à l'école, au lycée ou à l'usine pour l'apprentissage. On le commande et si la persuasion ne suffit pas, les gifles pleuvent. Par ces procédés qui sont en pratique dans les sociétés les mieux policées et les plus civilisées, l'enfant acquiert avec les connaissances indispensables, le sentiment de ses responsabilités. Il devient un homme conscient et réfléchi et en même temps qu'il apprend que le travail forcé est une des formes du servage, il sait que celui qui ne travaille pas devient un parasite, une épave ou crève de misère. Ils crurent par la suite la trouver dans une réglementation du travail indigène qui devait assurer en même temps que la liberté du travail, de bons traitements, des salaires élevés, toutes choses dont on espérait le développement du salariat, la panacée de l'exploitation coloniale. À la réglementation du travail indigène avant 1925. A-t-on le droit d'accorder des concessions, de faire engager des sommes considérables dans des entreprises coloniales, et de ne pas leur assurer par ailleurs les possibilités de leur succès? Telle est la question que se posaient les milieux coloniaux. Le problème ainsi posé, celui du succès des entreprises coloniales auxquelles était par ailleurs lié l'avenir économique de la colonie, appelait de la part de l'administration la recherche de solutions à plus ou moins longue échéance. En d'autres termes, la question qui se posait était de savoir comment constituer, au profit des entreprises coloniales, la force de travail dont elles avaient besoin. Situation d'autant plus délicate, au sortir de la guerre que la colonie qui en avait subi les effets avait déjà dû répondre à l'effort de guerre imposé par la métropole et faire face aux impératifs de la reconstruction. Ainsi la Côte d'Ivoire, faiblement peuplée, s'ouvrait à la grande colonisation agricole européenne à un moment où l'insuffisance de la main-d'œuvre nécessaire à la mise en valeur venait de s'accentuer du fait de la reprise, mais surtout depuis que beaucoup d'Africains s'étaient mis, d'abord sous la pression puis sur les conseils de l'administration, à la culture du cacao, du riz, à l'exploitation du caoutchouc, du palmier à huile et du collatier, plus rémunérateurs pour eux que les salaires versés sur les chantiers. Soucieuse de l'approvisionnement des entreprises coloniales, l'administration élabore des textes dont elle espère trouver la solution de la pénurie de la main-d'œuvre. Avant 1925, la réglementation du travail indigène restait dominée par les dispositions du titre 3 de l'arrêté forestier du 23 août 1912 dont s'inspiraient les entreprises dans la confection de leurs contrats avec les indigènes. En principe conçue pour les exploitations forestières, cette réglementation n'en constituait pas moins une référence pour tous les contrats de l'époque. Des aménagements successifs dictés par le 3e bureau contribuèrent à améliorer le recrutement de la main-d'œuvre. 1. Les différentes modalités de recrutement de la main-d'œuvre. Le recrutement de la main-d'œuvre se passait selon 2 modalités, suivant qu'elle était destinée aux services publics administratifs ou aux entreprises privées.
1 à 1 manœuvre recrutée pour l'administration. Il s'agissait dans ce cas d'un recrutement d'office, et c'était au chef de subdivision qu'il appartenait de trouver les hommes demandés. Ces derniers se répartissaient la charge au prorata des prestataires, et instituaient un roulement entre les villages. Destinés au wharf ou au chantier du chemin de fer, ces travailleurs dont le nombre variait selon l'importance de la population des zones de recrutement et la nature des travaux, n'étaient pas liés par des contrats particuliers. Qu'en était-il des manœuvres destinées aux entreprises privées ? 1 à 2 manœuvres recrutées pour le compte des entreprises privées. 2 modes de recrutement ont été employés: le recrutement privé et le recrutement administratif. Le recrutement privé s'effectuait lui-même selon 3 modalités: le contrat avec la collectivité, les contrats individuels et l'embauche des travailleurs sur les chantiers mêmes. Ainsi, une entreprise ayant été autorisée à recruter un nombre déterminé d'hommes délègue un agent européen pour procéder en personne et sur place, dans les régions que lui indique l'administrateur, à l'enrôlement des manœuvres. Ceci se passe en général sans intervention administrative directe. En fait, le recruteur s'adjoint comme auxiliaire des interprètes ou des représentants qui, moyennant rétribution, lui servent d'indicateurs. Ces derniers agissent de façon très efficace sur les chefs de canton et les chefs de village, en les intéressant pécuniairement à l'opération. Dans le cas du contrat avec la collectivité, l'opération de recrutement portait sur la fourniture d'un nombre déterminé de manœuvres destinées le plus souvent au tirage de billes. Après accord avec les manœuvres, l'engagiste était tenu de verser un acompte d'un montant variable. Par contre, la seconde modalité dite contrat individuel présentait pour le manœuvre l'avantage de tenir compte de son choix. Il était personnellement sollicité et débattait directement avec l'engagiste des conditions d'engagement. L'accord, une fois conclu, un contrat était passé au poste voisin. La troisième modalité, l'embauche des travailleurs sur les chantiers mêmes, se passait de la façon la plus simple. Les contrats étaient encore passés dans ce cas, mais ils n'étaient ni notifiés à l'administration, ni contrôlés par elle, ce qui bien évidemment était source de difficultés en cas de contestation de l'une ou l'autre des parties. Compte tenu des mauvais traitements dont les recrutés étaient l'objet, les indigènes répugnaient de plus en plus à s'engager et alors l'intervention de l'administration se faisait plus active et plus directe. Dans le cas du recrutement administratif dit encore recrutement obligatoire, l'administrateur procédait directement par le soin de ses agents puis répartissait ensuite les recrues aux différents solliciteurs. Une gratification était accordée au chef de village, qui répondait ainsi de la présence des manœuvres sur les chantiers. Cette gratification était de 2 francs par homme pour un engagement d'1 mois, et de 5 francs lorsque l'engagement excédait 1 mois. La forme de recrutement la plus couramment pratiquée était le recrutement administratif, parce que, en définitive, plus simple et plus avantageux pour les entreprises qui étaient ainsi assurées de trouver la main-d'œuvre nécessaire. La question étant de la conserver sur les chantiers. Or elles ne pouvaient le faire que pour autant que les clauses des contrats, librement débattues et visées par l'administration étaient respectées. Quelle en était la teneur ? 2. Les dispositions générales des contrats. Qu'il s'agisse de recrutement administratif ou privé, les contrats passés devaient s'inspirer des dispositions de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire l'arrêté forestier du 23 août 1912. Enregistrés devant l'administrateur qui leur accordait son visa et donc sa caution morale, il liait les parties contractantes qui devaient en cas de litige se référer au tribunal de Bassam. Quelles en étaient les principales clauses ? Elles concernaient aussi bien la durée du séjour sur les chantiers, le nombre de jours de travail effectifs, le salaire que les conditions sanitaires, les indemnités de route ou de décès, la procédure de règlement des différends. Conclus pour une période de 6 mois, les contrats devaient nécessairement comporter une déclaration écrite adressée à l'administrateur constatant l'arrivée des manœuvres sur les chantiers où ils étaient astreints à travailler 6 jours par semaine à raison de 10 heures par jour. Jusqu'en mai 1924, le salaire des manœuvres variait de 1,25 francs à 1,50 francs par jour et par homme pour les manœuvres, et de 2 à 2,50 francs pour les contremaîtres. Ces taux ont été portés respectivement de 1,75 à 2 francs pour les manœuvres et de 2,50 à 3 francs pour les contremaîtres,
En application de l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 1924 fixant les salaires et la ration qui doivent être alloués aux manœuvres des services publics et qui fait obligation aux employeurs privés de s'engager, dans leur contrat, à allouer à leurs manœuvres le minimum prévu. La ration alimentaire fait l'objet des précisions suivantes. 600 g de riz ou en remplacement, 1,200 kg de mil ou de maïs, 2,500 kg d'igname, de banane ou de manioc, 15 g de sel et 40 g de matière grasse. S'ajoute à ces éléments, la fourniture 2 fois par semaine de 200 g d'huile de palme, de poisson fumé ou de viande fraîche. Quant aux conditions sanitaires et d'hygiène, il y a lieu de préciser que les campements étaient construits par les manœuvres eux-mêmes qui recevaient une couverture pour la durée de leur engagement. Les soins médicaux étaient donnés gratuitement et il était conseillé, sans que cela soit encore une obligation, de faire subir une visite médicale aux manœuvres avant leur mise en route sur les chantiers. La réglementation prévoyait d'ailleurs une compensation de 500 francs représentant le montant de l'indemnité de décès payée aux familles. Les salaires payés en principe intégralement pouvaient cependant, dans certaines conditions, subir des retenues en cas de maladie ou d'absence par exemple. Manœuvres et employeurs s'engageaient à remplir les obligations fixées par les articles 43 à 50 de l'arrêté du 23 août 1912, mais seuls les préjudices causés à l'employeur étaient en fait sanctionnés comme le stipulait de façon expresse le texte. La nature du préjudice étant l'inobservation des clauses du contrat par l'absence non motivée, paragraphe F de l'article 45 de l'arrêté du 23 août 1912, l'insubordination, toute faute, mauvais vouloir, inexécution du travail prescrit, perte ou détérioration, autrement que par l'usure d'outils ou d'objets appartenant à l'employeur. Tous ces préjudices donnaient également lieu à des retenues sur le salaire des manœuvres, conformément à l'article 26 du décret du 26 juin 1912. Le tribunal de Bassam était en principe seul compétent pour connaître les litiges survenus à l'occasion des contrats de travail. Dans la pratique, c'était le tribunal du premier degré de la localité où avait été conclu le contrat qui tranchait. Mais le plus souvent les parties s'en remettaient à l'arbitrage du commandant. En fait, le recours au tribunal était rare, les parties ayant chacune sa façon de se rendre justice. Ainsi, face au non-respect par l'employeur des clauses du contrat, le manœuvre lésé n'avait qu'une issue, l'abandon des chantiers et le refus de tout engagement ultérieur. Quant à l'employeur lésé par la défection d'un manœuvre, il lui était loisible, avec l'aide de l'administration, mais en violation de la réglementation, d'obtenir le remplacement du manœuvre défaillant ou de conserver les retenues constituées en vue du pécule. La conséquence de cet état de choses était la difficulté qu'éprouvaient les entreprises coloniales, et plus particulièrement les entreprises forestières pour trouver la main-d'œuvre. Phénomène général qu'illustre des cas précis. Ainsi, les établissements d'Uber autorisés à recruter 300 manœuvres dans le cercle des Gouraud au cours du 4e trimestre de 1922 en trouvaient péniblement 226, quand dans le même temps la société Donfort n'obtenait, après 15 jours de présence de son agent dans le cercle, que la moitié des 300 manœuvres qu'elle aurait souhaité recruter. Dans le cercle de Boisflé également, les agents recruteurs n'obtenaient que le 1/3 des effectifs souhaités après plus d'un mois de prospection. Pénurie ou résultat d'une mauvaise organisation, les difficultés de recrutement de la main-d'œuvre appelaient une intervention décisive de l'administration. Or Antonetti se contentait de rappeler les employeurs au respect de leurs engagements, usant à peine du droit de contrôle reconnu en ces matières aux autorités administratives locales. Comptant plus sur la bonne volonté des employeurs que l'application des sanctions, il demeurait persuadé que, si l'indigène s'aperçoit que l'Européen observe enfin les clauses du contrat signé, il acceptera les propositions qui lui seront faites, sachant que les promesses des agents recruteurs seront tenues sur les chantiers. Les différents rappels à l'ordre, de même que les appels au bon sens des employeurs, étaient loin de constituer des solutions durables aux problèmes de la main-d'œuvre dont l'acuité avait conduit le ministère des Colonies à proposer une réflexion globale sur le travail indigène. Depuis 1921 en effet, le Bureau international du travail, partant du constat que certaines formes de contraintes administratives pouvaient engendrer des situations proches de l'esclavage, avait entrepris des enquêtes et constitué une commission temporaire de l'esclavage chargée d'étudier et de faire des recommandations.
C'est ainsi que naquit progressivement l'idée d'une convention internationale, qui devait se concrétiser en 1930. C'est à l'évidence pour désarmer l'intrusion étrangère, dans les affaires de l'Empire et trouver des arguments contre la mise en accusation de son système d'exploitation coloniale, que la France élabora hâtivement une réglementation du travail indigène en 1925. Le décret du 22 octobre 1925 ont la réglementation du travail libre. Fortement inspirée par les intérêts coloniaux abusivement assimilés à ceux de la colonie et des Africains, la réglementation du travail mise sur pied par le décret du 22 octobre 1925 et complétée par les arrêtés généraux et locaux d'application, semblait, au dire des autorités de la rue Oudinot, avoir été rédigée plus dans l'intérêt des employeurs que des travailleurs. Elle n'en constituait pas moins, en dépit de ses insuffisances et des graves critiques auxquelles elle a donné lieu, la première réglementation d'ensemble en AOF est une étape importante, voire décisive de l'évolution qui, 27 années plus tard, devait conduire à l'élaboration du Code du travail en 1952. 1. Les circonstances de l'élaboration du décret du 22 octobre 1925. L'élaboration du décret du 22 octobre 1925 donne lieu dans la colonie à une vive polémique entre la Chambre de commerce et l'administration locale, à l'époque, dirigée par les gouverneurs Antonetti d'abord puis Bruno. Dominée par les exploitants forestiers, la Chambre de commerce s'oppose formellement à l'établissement d'une nouvelle réglementation qu'elle juge totalement inutile, en raison du degré d'évolution des populations pourvoyeuses de main-d'œuvre d'une part, et d'autre part de l'existence de l'arrêté forestier du 23 août 1912. Elle souhaite que l'on s'en tienne, en ce qui concerne la colonie, à la réglementation déjà existante, c'est-à-dire celle instaurée par le titre 3 du règlement forestier, car pour elle une nouvelle réglementation du travail ne rendra pas la main-d'œuvre plus abondante, plus souple, pas plus qu'elle n'améliorera la qualité des travailleurs. Elle demande en revanche une application sévère des sanctions prévues dans les textes existants et suggère même que des pénalités soient prononcées, en ce qui concerne l'inexécution des contrats par les manœuvres, par les tribunaux de cercle auxquels seraient adjoints un colon et un notable, membres d'une commission du travail, à créer, et qui pourraient prononcer des jugements sans appel, comme la contrainte par corps. Cette commission du travail serait créée par arrêté du lieutenant-gouverneur dans les chefs-lieux de cercle comme Bassam, Assigny, Laou, Abidjan, Agboville, Dimbokro et Boisflé, c'est-à-dire partout où l'importance des entreprises et l'affluence des travailleurs pouvaient en justifier l'existence. Alors qu'Antonetti déclare partager les vues de la Chambre de commerce en ce qui concerne notamment la contrainte par corps, le gouverneur Bruno, par la circulaire du 18 janvier 1925 relative au recrutement de la main-d'œuvre destinée aux exploitations forestières, industrielles ou agricoles de la colonie, ne préconisait ni plus ni moins que le recours au recrutement volontaire. Son renvoi de la direction de la colonie à la suite des pressions exercées par la Chambre de commerce signifiait le retour aux méthodes de contrainte en matière de recrutement de la main-d'œuvre, et il n'est pas exagéré de penser que la réglementation du travail élaborée par les experts de la rue Oudinot n'ait été quelque peu influencée par la situation particulière de la colonie, zone d'attraction de certains capitaux privés coloniaux. Ainsi, alors même qu'elle devait viser à protéger et à conserver la main-d'œuvre, la réglementation du travail ne servit que de couverture derrière laquelle les entreprises coloniales, avec la bénédiction de l'administration, c'est le constat de l'inspecteur Marais, se livrèrent à toutes sortes d'abus dans le souci évident de rentabiliser leurs investissements. 2. Les dispositions du décret du 22 octobre 1925. Le décret du 22 octobre 1925 organisant le travail indigène pour l'ensemble de l'AOF se présente en termes très généraux, laissant au gouverneur général et au lieutenant-gouverneur le soin de prendre toutes les mesures nécessaires à leur application. Ces instructions furent complétées par un arrêté général du 29 mars 1926 et une série d'arrêtés locaux en date des 15 novembre 1926, 15 et 16 mars 1927. Au Sénégal, l'arrêté d'application n'intervint que le 22 avril 1929. Faut-il y voir les résultats des pressions des groupements d'intérêt sénégalais ? S'inspirant des formes métropolitaines, elle avait pour objet de donner un aspect contractuel achevé aux relations du travail, afin de permettre le développement des engagements salariaux et d'assurer le fonctionnement d'un marché libre.
Le bilan de son application sur ce point fut négatif puisqu'elle ne contribua pas à instaurer le travail libre. 2A1. Le champ d'application de la réglementation. Le champ d'application de la réglementation était des plus variables. Certaines dispositions s'appliquaient aux seuls travailleurs recrutés pour les entreprises commerciales, industrielles ou agricoles. D'autres au contraire concernaient toutes les catégories de travailleurs quelle que fût la forme de la convention qui régissait leur contrat. Certaines encore s'appliquaient aux travailleurs fournis en exécution de contrats passés selon une procédure et dans une forme particulière. Certaines enfin s'appliquaient aux contrats qui avaient reçu le visa de l'administration. Cette diversité était en elle-même source de confusion même si le rôle de l'administration demeurait, comme par le passé, fondamental. En fait, la réglementation n'était appliquée qu'aux travailleurs employés dans les entreprises, et uniquement aux recrutés, c'est-à-dire ceux qui avaient été engagés par l'administration. Les ouvriers employés par les services publics en étaient exclus puisqu'on supposait que ces services offraient sur leur chantier toutes les garanties de santé et d'hygiène, contrairement aux chantiers privés réputés pour le peu de cas qu'ils faisaient de la réglementation et du respect de la personne humaine. 2A2. Les contrats et les conditions de travail. Éléments essentiels de la nouvelle réglementation. Les contrats de travail étaient définis comme toute convention passée entre les employeurs français ou de nationalité étrangère reconnue, ou indigène, d'une part et employés indigènes d'autre part pour un travail déterminé dans une entreprise commerciale, industrielle ou agricole, nettement définie et comportant pour la personne ou la société qui la dirige, l'inscription au rôle de patente ou la possession d'un titre régulier d'exploitation, à la condition que engagé, par la nature du travail à fournir ne se trouve pas lui-même dans l'obligation de payer patente. Article 5. Les contrats de travail ainsi définis posent le principe de la liberté du travail, puisque le travailleur ne pouvait être employé sur une exploitation industrielle, commerciale ou agricole que s'il s'y engageait librement et en toute connaissance de cause. C'est bien pourquoi les contrats devaient obligatoirement contenir des stipulations détaillées et complètes, énonçant clairement les conditions du travail ainsi que les droits et les obligations de chacune des parties. Ainsi la mention exacte du travail à fournir, le lieu de son exécution, la constatation médicale de l'aptitude physique des engagés, la durée du contrat, le taux du salaire devaient figurer dans le contrat de même que devaient être portés les noms, prénoms et villages des engagés. La durée des engagements par voie de contrat ne pouvait être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans, ceci pour assurer une certaine permanence du travail sur les exploitations, mais il était aussi prévu des cas de manquement aux engagements passés, de même que l'absence d'un chantier de travail. Considéré comme cas possible de résiliation des contrats, l'absence d'un chantier de travail donnait lieu à des modalités particulières en ce qui concerne le salaire et la ration alimentaire. Ainsi une absence était considérée comme légitime dans 2 cas. Avec l'autorisation de l'engagiste et dans ce cas, le travailleur n'avait droit ni au salaire ni aux vivres s'il partait pour des raisons personnelles. Les vivres lui étaient par contre assurés quand il s'agissait de répondre à une convocation administrative. Sans autorisation de l'engagiste, alors il ne recevait ni salaire ni vivres sauf s'il se rendait à une convocation. Dans le cas où une absence était motivée par la présentation de doléances à l'autorité administrative, contre l'engagiste, on distinguait 2 éventualités. La première, la réclamation était reconnue fondée, et dans ce cas son salaire et ses vivres lui étaient alors assurés. La deuxième, sa plainte était reconnue non fondée et alors il n'avait droit qu'aux vivres. D'une façon générale, une absence était illégitime quand elle résultait de la seule volonté du travailleur et à défaut de raisons reconnues valables par l'engagiste. En cas de force majeure et de maladie notamment, l'absence était considérée comme légitime et dans ce cas, l'engagé avait droit à une portion du salaire, fixée par arrêté du lieutenant-gouverneur pendant une période maximum déterminée de la même façon. En Côte d'Ivoire, cette portion représentait le quart du salaire pendant 8 jours par trimestre au maximum et 2 mois dans le cas d'accident ou de maladie contractée en service. Quoi qu'il en soit, l'employeur pouvait exiger la reconduction du contrat et récupérer en fin de contrat les journées de travail non fournies. La législation sanctionnait pénalement les faits suivants, dont pouvait se rendre coupable l'engagiste. Le fait de passer ou de consentir des contrats fictifs,
le fait de détourner ou de tenter de détourner un ou plusieurs indigènes de contracter des engagements soit par menace, violence, don, manœuvre frauduleuse ou dolosive. Dans le même ordre d'idées, on punissait le manœuvre débauché. Deux institutions, l'inspection du travail et le conseil d'arbitrage furent créés de façon à assurer le respect de la réglementation du travail, ou de prévenir les contestations éventuelles susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution des contrats de travail. La première, l'inspection du travail, était en fait un organisme de surveillance et de contrôle. Visitant les chantiers, les ateliers et les plantations ainsi que les habitations des travailleurs, elle devait recueillir les doléances des employeurs et des employés, régler si possible les conflits, bref. Le conseil d'arbitrage avait la tâche de régler les cas litigieux, les contestations individuelles et même collectives qui pouvaient surgir entre les deux parties à l'occasion de l'exécution des contrats. Sur le fonctionnement et la partialité de ce tribunal, l'inspecteur Marais est formel. Jamais, écrit-il, jusqu'à ces derniers mois, cette prescription n'a été observée. Le manœuvre ignore ses droits. S'il les connaît, il ignore qu'un tribunal spécial a été créé pour lui permettre de les défendre. Cela se comprend. En effet, en application du décret qui crée en 1925 ces tribunaux spéciaux, il fut institué en Côte d'Ivoire un conseil dans chaque chef-lieu de cercle pour connaître les contestations survenues dans les limites du cercle. La contestation intervenant généralement sur le lieu de travail, qui n'est pas celui du cercle d'origine du travailleur, c'est le tribunal du lieu d'exécution qui sera... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.